Nous sommes le 1er juillet 1997. Ce jour est historique. Le Royaume-Uni, représenté par le prince Charles, rétrocède Hong Kong à la Chine. Depuis 1841, cette province était occupée par les Britanniques. Occupation dont les origines sont à chercher dans une guerre assez peu connue en Occident, la première guerre de l'opium. Ce conflit aux conséquences tragiques pour les Chinois a opposé l'Empire Qing au Royaume-Uni sur des questions avant tout commerciales. Mais il s'agit surtout d'un tournant dans les relations entre Occident et Orient, la couronne anglaise imposant par la force le développement du libre-échange dans ces contrées. Revenons donc sur le déroulement de cette première guerre de l'opium, et demandons-nous comment elle constitue à la fois le point de départ du déclin de l'Empire chinois, mais également un tournant dans le développement du libéralisme à travers le monde. Au déclenchement de la guerre de l'opium en 1839, l'Empire chinois est sous l'autorité de la dynastie Qing depuis 1644. L'Empire repose sur une croyance en la supériorité culturelle de la Chine. Sans être totalement fermé à ses voisins, des tribus sont demandées aux peuples les entourant, reposant sur un système assez proche de la vassalité. Durant le XVIIIe siècle, le pays va se fermer progressivement au monde extérieur. Les missionnaires jésuites sont expulsés en 1724. D'un point de vue commercial, le protectionnisme de rigueur. Mais dans le cadre des paiements des tribus, des pays comme le Siam ou Java vont commencer à envoyer de l'opium à partir du XVe siècle, surnommé alors le parfum noir. L'association de l'opium et de la Chine est donc assez tardive. L'opium est connu depuis l'Antiquité, à la fois comme poison et remède, chez les Babyloniens, les Sumériens, les Égyptiens ou les Grecs. Il provient de la culture du pavot, plante très répandue dans le monde. Ses centres de développement, via des routes commerciales, comme la route de la soie, se situent dans l'actuel Afghanistan ou en Inde. À partir du milieu du XVIIe siècle, l'opium bascule d'un rôle médical à un rôle récréatif en Extrême-Orient, suite à une innovation capitale, la consommation sous forme de fumée, au départ avec du tabac, puis pur. Sa consommation développe un sentiment d'euphorie, de bien-être, apaise les tensions et calme les douleurs. La morphine est d'ailleurs l'un des dérivés de l'opium. Mais cette drogue est particulièrement nocive. Risque de décès par crise cardiaque ou insuffisance respiratoire, paranoïa, schizophrénie, vision hallucinatoire, et surtout elle développe une terrible addiction. Le sevrage s'avère particulièrement difficile et douloureux pour l'opiomane. Son développement en Chine est donc lié à son mode de consommation. Fumer de l'opium est un moment convivial, réservé initialement à un public de connaisseurs. Il faut noter que les Qing, conscients du danger que l'opium représente, l'interdisent rapidement en 1729. Très vite, il va se transformer en luxueux produit de contrebande, et va petit à petit se diffuser à toutes les couches de la population. Il faut dire que l'impuissance du pouvoir à empêcher le trafic va se coupler à un réel assaut commercial des puissances européennes pour vendre ce produit dont les Chinois étaient si friands. L'Europe à cette époque étend son emprise sur le monde. Les appétits commerciaux des Occidentaux sont en passe de bouleverser la géopolitique. La Chine, très protectionniste, ne rentre pas dans le jeu du libre-échange. Elle impose des taxes très lourdes aux marchands étrangers, qui sont directement prélevés par une guilde de marchands au service de l'empereur, nommée Ko-Hong. Il est interdit aux étrangers d'apprendre le chinois, afin de limiter un commerce parallèle en évitant des contacts trop directs. Le développement du commerce de l'opium est au départ modeste. Les Portugais, par le port de Macao, participent au trafic par exemple. Mais ce sont les Anglais qui vont véritablement augmenter la vente d'opium, par le biais de la Compagnie des Indes orientales, en contournant les interdits chinois évidemment. Plusieurs raisons à cela. La couronne anglaise importe beaucoup de thé, de soie et de porcelaine. La demande de thé chez Sa Majesté est d'ailleurs en perpétuelle progression. Mais la balance commerciale n'est pas équilibrée. Les Chinois n'importent pas de produits manufacturés anglais, ce qui oblige à sortir de l'argent. Argent provenant de colonies espagnoles, les Chinois ne l'acceptant que sous cette forme, ce qui coûte extrêmement cher aux Anglais. L'objectif est donc de rééquilibrer cette balance, voire de l'inverser, en vendant de l'opium à grande échelle. Outre l'interdit de l'opium facilement contourné, le problème majeur provient des restrictions chinoises. Dès 1793, Lord Macartney est envoyé en mission diplomatique en Chine afin de demander l'ouverture d'autres ports commerciaux. L'empereur refuse sèchement. Le Royaume-Uni va donc contourner toutes les règles, en utilisant l'immense capacité de production de l'Inde, qui est une colonie anglaise, grâce à ses nombreux champs de pavots. Les Britanniques vont submerger le marché par le biais de marchands contrebandiers, l'opium touchant toutes les couches de la population. La corruption, afin de faire entrer la marchandise en Chine, devient courante. Des commerçants sans scrupules font fortune. Ironie mordante, les Anglais ne considèrent l'opium que comme un produit d'exportation, interdit à l'import car jugé trop dangereux pour leur propre population. La fin des guerres napoléoniennes en 1815 marque un tournant. Le Royaume-Uni va se concentrer sur son commerce international.
Plusieurs verrous vont sauter dans les années 1820. Tout d'abord, la production en Inde va augmenter, ce qui fait baisser les prix. Ensuite, le nouvel empereur chinois Dao Guang resserre la vis sur le trafic illégal de Canton, ce qui pousse des contrebandiers anglais, comme William Jardine ou James Matheson, à trouver de nouveaux points d'ancrage, puis à acheminer la drogue avec des embarcations légères, surnommées crabes rapides. Arrivée à bon port, la drogue est ensuite diffusée dans tout le pays. Enfin, le monopole de la Compagnie des Indes orientales à Canton se termine en 1833, voyant un afflux de nouveaux trafiquants. Les importations passent de 300 tonnes au début du siècle à près de 3000 tonnes dans les années 30. La balance commerciale s'inverse au détriment des Chinois. D'autant qu'une crise latente s'est installée dans l'Empire Qing. Une crise économique tout d'abord, liée à de mauvaises récoltes et des épidémies, mais également au mouvement indépendantiste en Amérique du Sud dans les années 1810-1820, qui vont faire chuter de près de 50% la production d'argent. Chinois, mais aussi anglais, en subissent les conséquences directes. Une crise militaire ensuite, en 1832, les armées impériales se font étriller par des aborigènes au Guangdong. Surtout, une crise sociale majeure se développe. L'organisation chinoise repose sur un système de concours, permettant d'intégrer l'administration puis d'évoluer socialement. Concours que certains peuvent tenter toute leur vie. La frustration qui en découle pousse beaucoup de personnes à se réfugier dans l'opium. Le nombre de fumeries explose, souvent crasseuses, bien loin de l'image du lotus bleu de Tintin. Les conséquences sanitaires sont terribles. Les fonctionnaires, quant à eux, corrompus, agissent souvent par intérêt personnel. Les membres du Kohong travaillent de pair avec les marchands étrangers. L'empereur Dao Guang pense trouver le coupable idéal de tous ces malheurs, l'opium. En 1838, il décide de s'y attaquer frontalement. Un fonctionnaire connu pour son incorruptibilité va alors entrer en scène. Son nom est Lin Zexu. La solution qu'il propose est radicale. Il accorde 1 an aux opiumans pour se sevrer, sinon ils seront passibles de la peine de mort. Il souhaite s'attaquer au trafic à la source, en contrôlant les importations et en détruisant les stocks existants. Lin ne prend pas en compte l'effet de cette prohibition sur les trafiquants et leurs réactions, cœur des problèmes liés à la drogue de manière générale. Mais surtout, il n'imagine pas un instant la possibilité d'une guerre avec l'Angleterre. Sauf que le surintendant anglais du commerce avec la Chine, Charles Elliot, va accélérer la marche à la guerre par son action diplomatique, suite à l'arrivée de Lin Zexu à Canton. Le fonctionnaire chinois confisque tout l'opium de la ville et décide de sa destruction le 3 juin 1839. 20 000 caisses sont délayées dans des cuves avec de la chaux, puis jetées à la mer. Le préjudice est estimé à 2 millions de livres. Elliot se montre conciliant avec Lin. Parallèlement, il promet aux marchands lésés un remboursement venant de la couronne anglaise, tout en demandant au gouvernement une prompte intervention afin de défendre les intérêts commerciaux britanniques. Le Parlement envoie, suite aux demandes d'Elliot, une première expédition. Une bataille navale se déroule le 4 septembre dans la rade de Hong Kong. La supériorité militaire des Britanniques est écrasante. En réaction, le port de Canton est interdit pour toujours aux Anglais. Cette fois-ci, les intérêts de la couronne sont trop menacés. Le Premier ministre Lord Palmerston, avec l'accord du Parlement, envoie une escadre. 16 vaisseaux de ligne, 4 canonnières, 28 navires de transport, 540 canons et 4000 hommes. Les objectifs sont clairs. Remboursement du stock détruit, ouverture de plusieurs ports, affranchissement du système du Kohong, possibilité de juger ses ressortissants selon la loi anglaise. Ce n'est donc pas une guerre de conquête, mais une guerre mercantile. Le commerce et le libre-échange sont au cœur de l'intervention. Un autre trait est à souligner. Le Royaume-Uni envisage les échanges dans un rapport multilatéral, d'égal à égal. Il est impossible pour la reine d'Angleterre de se considérer comme la vassale de l'empereur. En juin 1840, l'escadre partie d'Inde bombarde Canton. Mais Lin Zexu a fortifié la ville, empêchant tout débarquement. Une milice y est également installée. Ce bombardement fait d'ailleurs naître le terme de diplomatie de la canonnière. Les Britanniques décident d'occuper alors Hong Kong, idéalement situé. Ils mènent ensuite campagne vers le nord. Ils s'imposent à Zoustan, puis s'approchent de Pékin, afin de remettre une lettre de Lord Palmerston. Lin Zexu, limogé, est remplacé par un proche de l'empereur, Qishan, qui négocie avec les Anglais à Canton. Ils tombent d'accord sur la cession de Hong Kong et le versement de 6 millions de dollars aux Britanniques. C'est à partir de cette convention qu'Hong Kong passe au Royaume-Uni. En apprenant la nouvelle, l'empereur est furieux. Qishan est ramené à Pékin enchaîné, puis exilé. La couronne anglaise refuse également la ratification de ce traité. En mars 1841, les combats reprennent suite à cette négociation ratée. Les manufactures de Canton sont prises suite à des combats de rue avec la milice, installée par Lin Zexu. Le nouveau commissaire impérial, Yi Shan, tente une riposte, en vain. La supériorité technologique anglaise, combinée à l'expérience des guerres européennes, permet un écrasement des Chinois malgré un nombre de soldats inférieur.
L'avancée anglaise vers Nankin est alors irrésistible. L'objectif est de faire peur à l'empereur, afin d'obtenir une capitulation totale, et donc un traité plus avantageux. Durant l'été 1842, Nankin est atteint. L'empereur signe le traité du même nom le 29 août. Les clauses sont considérées comme humiliantes pour les Chinois. Il comporte 13 articles brefs. Hong Kong est définitivement cédé. 5 ports sont ouverts, mais le commerce n'est toujours pas autorisé dans les terres. Les indemnités de guerre sont fixées à 21 millions de yuan, ce qui représente un tiers des recettes du pays. Le montant des droits de douane est fixé à la fois par les Chinois et les Britanniques. Le Kohong disparaît. Les ressortissants britanniques échappent à la justice chinoise. Concrètement, ce traité donne des gages aux Anglais concernant la liberté du commerce. Mais paradoxalement, il n'y a aucune allusion à l'opium, qui reste donc un produit de contrebande. Autant dire que le traité est carrément bancal. Dans l'esprit des Chinois, il s'agit de calmer le jeu en accordant des concessions. Mais pour les Britanniques, il éveille l'espoir de conquérir un immense marché. À partir de 1842, le trafic d'opium reprend de plus belle, contournant une nouvelle fois tous les interdits. Le coup est rude pour la dynastie Qing, ouvrant la voie à des rébellions. L'appétit des Occidentaux devient dévorant. En 1856, suite à l'arrestation d'un bateau de contrebande anglais par les Chinois, la seconde guerre de l'opium débute, continuité de la première. Cette fois-ci, la France entre en scène avec le Royaume-Uni, soutenu par les États-Unis et la Russie. La seconde guerre de l'opium se terminera par la Convention de Pékin en 1860, légalisant le commerce de l'opium et ouvrant encore un peu plus le marché chinois aux Occidentaux. Le pays commence alors à s'industrialiser au détriment de sa puissance d'antan. Les fumeurs d'opium sont estimés à près de 100 millions en 1878. Ces guerres de l'opium, mais surtout la première, sont donc des moments charnières dans l'histoire des relations entre l'Occident et la Chine. L'opium, qui ne fut initialement qu'un prétexte à un rééquilibrage de la balance commerciale, permit au Royaume-Uni d'imposer les préceptes du libre-échange par la guerre à un empire fermé sur lui-même. Le siècle de la honte qui va suivre, comme l'appellent les Chinois, va faire naître un esprit de revanche. Les sculptures de Lin Tse-chu détruisant les stocks d'opium sur la place Tiananmen témoignent du statut de héros résistant qu'il représente pour le pays. La Chine communiste va souhaiter effacer cet affront. En exécutant en 2009 un Britannique coupable de trafic d'héroïne, drogue dérivée de l'opium, le gouvernement chinois semble signifier aux Occidentaux qu'il n'a pas oublié ces humiliants et douloureux conflits. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager. N'hésitez pas non plus à commenter et dire ce que vous en pensez. Alors vous pouvez toujours me soutenir sur Utip en visionnant de la pub, et vous pouvez évidemment me soutenir sur Tipeee. Toujours un grand merci aux tipeurs et un grand merci à ceux qui ont visionné de la pub sur Utip, vraiment ça aide bien. Encore merci d'avoir visionné et à bientôt pour un nouvel épisode.